modifier le règlement de l'Assemblée nationale. La parole est à Monsieur Sylvain Waserman, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Monsieur le Président, Messieurs les présidents de groupe, mes chers collègues, réformer le règlement de l'Assemblée nationale, c'est une belle et difficile mission. Nous avons collectivement la responsabilité de faire évoluer le fonctionnement du cœur battant de notre démocratie. Et je crois que nous en mesurons tous la responsabilité que nous avons. La première question qui se pose est pourquoi changer ? Il y avait à l'avant-dernière mandature 75 000 amendements. Nous en sommes au rythme actuel à 150 000, soit une croissance de 100%. Nous avions à cette avant-dernière mandature environ 5 000 heures de séance. Nous en sommes à ce rythme à peu près à 7 000, soit 40% d'augmentation. Et il n'existe pas de règle de fonctionnement qui résiste sans se remettre en question, sans évoluer à une telle augmentation. Le deuxième point, je crois, c'est qu'il y a un profond sentiment chez beaucoup d'entre nous que nos méthodes de travail, la simultanéité des réunions, les votes pris à 4 heures du matin, à 4h20 dans l'hémicycle, le manque de lisibilité de nos débats sont un problème auquel il faut nous attacher, auquel nous devons apporter une réponse. Mais il faut changer aussi parce qu'il y a une forte attente démocratique, une forte attente citoyenne. D'abord, une exigence de déontologie et de transparence, sur lequel nous apportons des éléments de réponse, mais également une exigence d'expression directe, de voix citoyenne, au travers des pétitions, qui est un droit depuis la Révolution française qu'il nous faut renouveler pour lui donner un second souffle. Ce texte, dont j'ai l'honneur d'être le rapporteur et dont nous allons débattre, a été élaboré par le président Richard Ferrand, au terme d'une démarche de large concertation sur laquelle j'aimerais revenir. Elle s'inscrit d'abord dans les 18 mois de groupe de travail auxquels nombre d'entre vous ont participé, et s'en est suivi 6 mois de concertation avec chacun des présidents de groupe, pendant lesquels beaucoup des propositions que vous avez préconisées ont fait partie, ont été intégrées dans ce texte. Ces 2 étapes de concertation ont permis d'aboutir à un texte qui vous a été adressé à l'ensemble des députés le 12 mars dernier, pour que vous ayez le temps de vous l'approprier, et qui a été présenté par le président lui-même à différents groupes politiques. Soyons clairs, ce texte s'inscrit en dehors de toute réforme constitutionnelle. Cela signifie que certains d'entre nous nourriront une certaine forme de frustration, parce que nous ne pourrons pas, bien sûr, faire évoluer les limites de responsabilité entre le Parlement et l'exécutif. Nous ne pourrons pas réorganiser notre temps de travail sur l'année, comme nous aurions pu le souhaiter. Et il nous faut d'ailleurs garder à l'esprit que le juge constitutionnel a clairement tranché en 2014 que le règlement des assemblées doit se limiter strictement à des dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des assemblées, à la procédure législative et au contrôle de l'action du gouvernement. Je serai donc amené à donner un avis négatif sur certains amendements pour des raisons de respect de cette disposition constitutionnelle, même si le fond de l'amendement peut être en lui-même fort intéressant. Mais à cadre constitutionnel constant, je pense que ce texte apporte des avancées majeures qui s'articulent autour de 4 axes. Le premier axe vise à améliorer la procédure législative. Dans le prolongement de la réforme constitutionnelle de 2008, nous améliorons le rôle des commissions. Nous innovons en mettant en place une procédure dite de législation en commission, dès lors que l'ensemble des groupes politiques l'acceptent. Nous affirmons une parole claire et concise des groupes politiques sur le texte et sur l'article. Je sais que ce nouvel équilibre fera débat. Nous mettons fin à ce tunnel interminable de début de texte auquel, je le crains, tant d'entre nous n'assistent pas tant il est fastidieux. Nous regroupons les votes le mardi, après les QAG, plutôt qu'au bout de la nuit. Nous supprimons les motions de renvoi en commission qui n'ont quasiment jamais abouti depuis 1958. Nous rénovons le temps législatif programmé, y compris avec des nouveaux droits pour l'opposition, pour que la conférence des présidents puisse repenser son usage.
Toutes ces réformes visent la plus d'efficacité de nos débats et l'histoire a prouvé que l'efficacité n'est pas antinomique de la qualité de nos débats. Le deuxième axe concerne le renforcement des groupes d'opposition et des groupes minoritaires, ainsi que ceux des députés non inscrits. Nous avons 14 articles sur le sujet, 14 articles sur une petite cinquantaine, soit près d'un tiers du texte. Malgré les mesures, alors il y a des mesures les plus emblématiques, parmi lesquelles figure la modernisation des questions au gouvernement. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Je donnerai d'ailleurs un avis positif sur plusieurs amendements sur le sujet. L'attribution des premières vice-présidences à l'opposition, la représentation de tous les groupes au sein des CMP, des commissions mixtes paritaires, et la possibilité de débattre réellement des textes que nous proposons lors des niches parlementaires, en lieu et place des motions de rejet ou des motions de renvoi en commission qui s'exercent traditionnellement, quasiment systématiquement. Il y a aussi de nouveaux droits de l'opposition qui, je le sais, feront encore largement débat, comme la possibilité de choisir entre le poste de président ou de rapporteur au sein des commissions d'enquête et des missions d'information créées à leur initiative, ou la nouvelle répartition des QAG entre opposition et majorité, ainsi que les droits des non-inscrits qui sont clairement raffermis dans ce texte. Le troisième axe consiste, dans le prolongement de la loi dite confiance, à franchir un cap en matière de transparence et de déontologie. Le dispositif de prévention et de traitement des conflits d'intérêts est renforcé, en particulier avec la mise en place d'une procédure de déport. Les missions et les pouvoirs du déontologue sont consacrés, que ce soit en matière de contrôle de l'AFM ou en matière de représentant d'intérêts. Nous inscrivons des obligations de déclaration et de transparence. Bref, nous répondons à une exigence démocratique et à la conscience aiguë d'une nécessité d'exemplarité et de transparence. Nous franchissons une étape qui ne l'avait jamais été jusqu'alors. Nous sommes nombreux à être très attachés à ces avancées, qui sont des avancées politiques majeures que nous propose dans ce texte le président Ferrand. Le quatrième et dernier axe répond au besoin d'ouvrir notre institution à la participation citoyenne, et à cette fin, il est proposé de rénover le droit de pétition. C'est un droit qui n'est plus en réalité usité, et nous pensons trouver des leviers d'action pour le raviver. Je voudrais dire que nombre de ces points sont issus des propositions des différents groupes politiques et que lors de l'examen de ce texte, je mettrai en avant ces contributions qui ont été apportées par tel ou tel groupe, tant elles sont nombreuses. Je me ferai l'écho de ces contributions pour vous montrer combien le texte que nous étudions en résulte. Notre travail en commission a quant à lui permis d'apporter une quinzaine de modifications significatives qui se sont nourries des amendements et de nos échanges, avec des points importants comme le regroupement des votes en journée après les QAG, des mesures fortes en matière de déontologie, concernant aussi l'inscription d'un dispositif contre le harcèlement issu d'un groupe de travail parlementaire et transpartisan, ou la mention de débats avant les Conseils européens. Ce travail a aussi permis de poursuivre une réflexion entre la Commission et l'hémicycle, qui a abouti à des clarifications de la position de chaque groupe sur les séances de nuit ou sur les groupes d'opposition et qui m'ont amené aussi à présenter des amendements de synthèse sur certains des points qui ont émergé concernant les pétitions, la parité ou l'évaluation. Mais certaines positions, soyons clairs, sont irréconciliables. Concernant la taille des groupes, faut-il la rehausser à 5% ou pas ? La répartition entre le temps de parole du groupe et celle du député, qui ne fait pas consensus non plus. Faut-il qu'un groupe parle au nom de ses députés à l'article ou en cas d'amendement identique ? Faut-il réduire de 30 à 15 minutes les motions et de 10 à 15 minutes les DG ou pas ? Certaines de ces positions sont irréconciliables et donc, j'en suis conscient, nous devrons faire des choix, ici, pour les trancher. En conclusion, chers collègues, je résumerai ma position en disant que cette proposition qu'a piloté le président Richard Ferrand a trouvé, je crois, un juste équilibre. Cette proposition de nouveau règlement et ce juste équilibre, comme je l'ai dit, ne pourra pas résoudre des positions irréconciliables, mais elle fait des avancées majeures. Elle constituera une étape importante de la vie de notre Assemblée, aussi loin, je le crois, que nous pouvions aller à iso-constitution. Le tout grâce à une méthode, je le pense, que je trouve remarquable, de concertation avec tous les groupes politiques, qui s'est inscrite d'ailleurs dans la lignée de la dernière réforme pilotée par Claude Barthelone et qui relève d'une véritable co-construction. C'est la recherche de ce juste équilibre, chers collègues,
qui doit nous guider lors de nos débats. Un juste équilibre que ce texte peut, à mon sens, légitimement revendiquer et qu'en tant que rapporteur, je défendrai avec engagement et détermination. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.